Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire dédié aux trackers et aux ETF. On verra que c'est la même chose. Alors, ces produits sont accessibles au plus grand nombre et aux frais réduits, donc on verra un peu cette promesse avec Jérémy Tubiana. Bonjour Jérémy. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir. Donc avec Jérémy, on verra effectivement cette promesse sur les trackers, dans quelle mesure ces produits qui avant étaient réservés plutôt à des professionnels, à des institutionnels, sont devenus de plus en plus accessible aux particuliers, donc accessible à tous, on verra ça, à frais réduits. Et on pourrait aussi ajouter, pourquoi pas, aussi la simplicité du passage d'ordre, simplicité aussi pour suivre ses positions. Donc n'hésitez pas à profiter de la présence de Jérémy pour poser toutes vos questions sur les frais, sur comment on les trouve. Et on ira également voir sur le site EasyBourse comment ça se passe de manière très concrète. Jérémy, je te propose que tu te présentes. Bien sûr. Alors, je suis donc Jérémy Tubiana, je suis responsable de la vente ETF chez Lyxor, qui est Lyxor, pour ceux qui ne connaîtraient pas. On est la société de gestion du groupe Société Générale. On gère en tout à peu près 160 milliards d'encours. Et sur la partie ETF, on gère à peu près 70 milliards, ce qui fait de nous un acteur leader sur le marché français, aussi bien sur la clientèle institutionnelle que sur la clientèle de clients particuliers. On est un vrai partenaire, on a été pionnier sur le lancement des ETF en Europe, puisqu'on a été le premier émetteur, la première société de gestion à avoir lancé un ETF sur le CAC 40 en 2000, donc on va fêter nos 20 ans là, cette année. Voilà, et donc je suis là pour essayer de vous expliquer un peu plus en détail, on va aller lever le capot pour essayer de comprendre un peu plus en détail ce que sont les ETF, et surtout comment vous allez pouvoir les utiliser et pourquoi en réalité c'est un vrai produit d'épargne. Alors, avec l'écran de configuration, vous pouvez nous poser vos questions et vos remarques. Alors là, il se trouve qu'il y a une personne qui nous a dit qu'elle n'avait pas de son. Donc, je ne sais pas si ce problème est général. Si certains ont du son, est-ce qu'ils peuvent juste nous mettre un petit message comme quoi qu'ils aient bien du son? Pour voir si le problème vient de nous ou vient des cas particuliers. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous avez du son. Si personne ne répond, ça veut dire que personne n'a de son et ça m'inquiétera. D'accord, le son marche bien. Le son marche bien, effectivement. Donc, j'ai au moins 4 ou 5 personnes qui me disent que le son marche bien. Donc, ceux qui, pour qui le son a un problème, essayez de regarder sur votre haut-parleur qu'est-ce qui peut se passer. Donc, Jérémy, on va maintenant donc, aller dans le vif du sujet. Donc, les ETF, les trackers, qu'est-ce que c'est et comment les intégrer dans sa stratégie ou dans son approche d'investissement? Tout à fait. Alors, je pense que c'est plus simple. Alors, Lyxor, on a vu un peu qui on était, donc je ne vais pas. Ouais, je vais pas. C'est ce que je vous disais sur la partie en cours et le fait qu'on a été leader, un vrai partenaire sur la partie des clients particuliers. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est essayer de comprendre les ETF et de le rattacher au sujet de l'épargne. Et donc, on se rend compte progressivement, à mesure que les marchés évoluent, que les gens s'intéressent à leur épargne, qu'il y a 3 questions principales que les gens se posent. Ces questions, c'est pendant combien de temps je dois rester investi quand j'investis en bourse, notamment via des ETF, quand acheter et quand vendre, et surtout sur quoi je dois investir. Et on va essayer de répondre dans ce webinaire à toutes ces questions et évidemment le rattacher au sujet ETF. Mais il était important pour Jean-Baptiste et moi aussi de vous montrer de vous parler un peu d'épargne, parce qu'on a de plus en plus d'investisseurs qui s'interrogent sur leur épargne. Parce que finalement, les ETF permettent de répondre à peu près à toutes les stratégies d'investissement. Voilà. Que ce soit dans l'assurance vie, le PEA. Et c'est vrai qu'on nous dit souvent, les trackers, c'est pour ceux qui s'y connaissent bien, ou alors c'est vraiment pour ceux qui investissent à court terme, ou c'est pour ceux qui ont des stratégies très risquées. Exactement. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est vrai que les ETF, historiquement, ont été connus par les investisseurs un peu boursicoteurs qui utilisaient principalement nos ETF short et levier, donc à levier ou effet inverse. On va voir qu'on peut faire beaucoup plus de choses grâce aux ETF. Donc déjà, l'épargne financière, c'est du long terme. On a voulu s'amuser à faire des petits calculs et à regarder déjà la performance du MSCI World sur 20 ans, donc sur les 20 dernières années. Pour une petite anecdote, le MSCI World sur 20 ans, c'est un peu plus de 5% de performance. À l'inverse, le CAC 40, dividende réinvesti, c'est moins de 4%. Et donc, on a voulu regarder ce que représentait un investissement de 1 000 € sur l'indice MSCI World pendant 20 ans, 10 ans, 5 ans.
Donc, on va se concentrer sur la première colonne en bleu que vous voyez. Si j'avais investi 1000 euros pendant 20 ans, donc au début des années 2000, je serais ressorti avec 2757 euros. Dans 100% des cas, l'investisseur aurait affiché une performance positive, ce qui veut dire que pendant 20 ans, si un investisseur était resté investi 20 ans, personne n'aurait perdu d'argent. Évidemment, je précise que ce ne sont pas des statistiques, c'est un historique de constatation. Donc les performances passées ne préjugent pas des performances de demain. Pour finir sur notre petite colonne bleue, dans près de 80% des cas, l'investisseur aurait au moins doublé son capital. Ce qui veut dire que dans les 20 autres cas, l'investisseur aurait potentiellement gagné de l'argent. Enfin, en l'occurrence, il aurait gagné de l'argent, mais peut-être il n'aurait simplement juste pas doublé son capital. Donc ça, c'est sur 20 ans. Évidemment, sur 5 ans, pour pas commenter tous les chiffres, sinon ça va être un peu trop long. Sur 5 ans, si j'avais investi 1000 euros, je serais ressorti avec 1347 euros. Donc, je considère une période d'investissement de 5 ans. Donc, les périodes d'entrée, c'est depuis 90 à 2015, depuis 2000 à 2015, où l'investisseur est resté investi pendant 5 ans. Donc, je ressors avec 1347 euros de sortie, 63% de performance positive. Donc, on voit bien que par rapport aux chiffres sur 20 ans, que plus je reste investi longtemps, plus mon espérance de rendement positif est important. Et enfin, là aussi, l'espérance de rendement, dans seulement 10% des cas, l'investisseur aurait doublé son investissement. Effectivement, ces chiffres sont bruts de frais, bruts de fiscalité. Et on va voir un peu quand même tout à l'heure qu'on a fait l'exercice net de frais d'enveloppe, justement pour essayer de vous aider à mieux comprendre l'impact des frais dans votre investissement. Alors, j'ai une question sur le MSCI iWorld. Effectivement, c'est un indice qui trace les sociétés du monde entier. Exactement. Et ce qui est important de voir avec les trackers, notamment parce qu'il y a aussi une question sur le sujet, les trackers, c'est des produits financiers qui traquent donc des indices. Indice, ça peut être le CAC 40, ça peut être le DAX, et qui vont répercuter la performance tous les jours, tout le temps. De la hausse à la baisse comme de l'indice boursier. Voilà, donc par exemple, au lieu d'acheter les 40 valeurs du CAC 40, c'est souvent un exemple qu'on prend, et ben, vous achetez le tracker qui répercute le CAC 40, on verra où il est sur les e-bourses tout à l'heure, et vous achetez ce produit-là qui coûte environ 50 euros. Donc vous en achetez par exemple 20 produits à 50 euros, vous investissez par 1000 euros, et demain le CAC 40 fait plus 1%, ben, votre produit et vos 1000 euros, et ben, il aura fait plus 1%. Si le CAC 40 fait moins 1%, ben, vous avez fait moins 1% dans cette période. On va bien le voir tout à l'heure, on va faire un focus sur la bonne compréhension des ETF. Et on verra que ces produits n'ont pas de date de maturité, donc vous pouvez le garder un jour, un mois, 6 mois, 2 ans, 5 ans ou plus même. Et on peut le négocier quand on veut, à chaque instant. Donc on peut l'avoir aussi bien pour des stratégies court terme que moyen long terme. Ce qui est effectivement, le fait que ça n'a pas de maturité, ça montre que simplement l'ETF n'est pas un produit de bourse type Varan certificat. On n'est pas du tout dans la même logique de produit. On l'expliquera pourquoi tout à l'heure. Alors, souvent dans la question, faut-il investir tous les mois ou en une fois? Et là aussi, on a fait l'exercice d'un investissement de 12 000 euros. Alors, pourquoi 12 000 euros? En fait, c'est 100 euros par mois pendant 10 ans. Donc, on s'est amusé à faire l'exercice d'une simulation d'un investissement sur l'indice MSCI World qu'on pourra investir avec un ETF dans un PEA. Vous savez que grâce à la loi Pacte, les frais de courtage d'un PEA sont limités à 0,5% par transaction. Et donc, on a fait l'exercice de regarder, de voir quel est l'impact d'un investissement en une fois de 12 000 euros ou 100 euros par mois pendant 12 mois. En réalité, il n'y a pas de bonne réponse à la question faut-il investir tous les mois ou en une fois. Pourquoi? En fait, tout dépend de vous. Si j'investis en une seule fois 12 000 euros, mon historique de rendement a été de 20 800 euros, comparé aux 17 473 euros que j'aurais pu obtenir si j'avais investi 100 euros par mois pendant 10 ans. C'est net de frais de courtage du PEA. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, j'ai l'impression que en investissant en une seule fois, j'ai plus de rendement. Effectivement, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'espérance de rendement est souvent associée à un risque.
Et on le voit sur la ligne d'en dessous, un investisseur qui avait investi en une fois dans son PEA pendant 10 ans aurait eu un risque de perte en capital plus important. Donc, près de 30%. Quand en face, un investisseur qui avait investi 100 euros par mois pendant 10 ans aurait eu seulement 10% de chance de perdre de l'argent. Donc, le point important, là aussi, c'est qu'il n'y a pas de bonne question, il n'y a pas de bonne réponse, pardon. C'est libre à vous. Je suis prêt à prendre plus de risques, mais je suis prêt à avoir plus de rendement, mais je suis prêt à avoir plus de risques en face. L'information intéressante, c'est que sur 20 ans, dans les deux cas, aucun investisseur n'aurait perdu d'argent, que ce soit en ayant investi en une fois ou tous les mois. Encore une fois, ce n'est pas une simulation, c'est un historique de constatation. Après, c'est vrai que dans cet exemple-là, on dit investir 100 euros tous les mois. Les ordres de 100 euros sur les trackers ne sont pas forcément à privilégier parce qu'il y a des frais de courtage. Alors, voilà. Il y a des frais de courtage. Dans un compte titre, ça peut être effectivement excessif. Dans un PEA, comme ils sont capés à 0,5, il y a un plafond maintenant avec la loi Pacte. Ça représente un montant important. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, dans un contrat d'assurance vie, on a des frais de gestion de, par exemple, 0,75% sur le contrat EasyVie, j'ai 0,75 à comparer au 0,5 d'un frais de courtage que si j'investis 100 euros par mois sur la même stratégie d'investissement, si je fais 100 euros par mois dans un PEA ou 100 euros par mois dans une assurance vie, en réalité, ça me coûtera moins cher dans un PEA puisque j'aurais payé que 0,5 sur l'année, tandis que dans l'assurance vie, j'aurais payé 0,75. Alors voilà, quelle enveloppe privilégiée pour limiter les frais de mon épargne? C'est la grande question et on a un peu répondu. Et là, on s'est amusé à faire l'exercice, une comparaison de frais entre un PEA et une assurance vie. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Si j'avais investi 12 000 euros en une fois sur un PEA avec des frais de 0,5% de frais de courtage, donc à l'entrée et à la sortie, je serais sorti avec plus d'argent que si j'avais investi dans une assurance vie 12 000 euros. Pourquoi? La vraie différence, c'est que dans l'assurance vie, j'ai 0,75% qui sont prélevés chaque année. Dans un PEA, c'est à chaque transaction. Donc, si j'investis 12 000 euros, on me prélève 0,5% à l'achat, quand je suis investi en 2000 par exemple, et on me reprélève 0,5% quand je ressors au bout de 10 ans. Donc, on m'a prélevé que 1% entre guillemets, tandis que dans l'assurance vie, c'est 0,75 par an. Ce qui explique l'écart de performance qui est de l'ordre de 5-6%. Alors, l'écart peut être beaucoup plus important lorsqu'il y a des frais de versement. Donc, sur EasyVie, en tout cas, EasyVie, qui est l'assurance vie proposée par EasyBourse, il n'y a pas de frais de versement, donc c'est zéro. Donc, effectivement, pas de frais de courtage dans l'assurance vie, pas de frais de versement. Donc, quand vous mettez 100 euros, 1000 euros et vous faites des versements réguliers qui sont investis sur des trackers, ETF, Lixor ou autres, eh bien, il n'y a pas de frais sur vos 100 euros ou 1000 euros. C'est effectivement un point très important et c'est tout l'intérêt d'ouvrir son contrat chez EasyVie. Alors, peut-être qu'il y a une question, juste une question au fil du. Y a-t-il un risque sur les ETF et si de nombreux actionnaires souhaitent récupérer leurs gains en cas de crise financière aiguë? Voilà. Comment ça se passe si tout le monde dit je vends mon tracker, par exemple? Alors, l'avantage d'un ETF, c'est que ça se traite en bourse. Ça peut s'acheter et se vendre en continu. Donc, si tous les investisseurs souhaitent vendre leur ETF, d'accord, à un même moment, en fait, ils pourront le faire puisque le produit est liquide. Alors évidemment, ce qui va peut-être être gênant, c'est l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente, ce qu'on appelle le spread, effectivement, qui va être pas forcément joli si tout le monde veut vendre l'ETF. L'important, et on va le voir aussi tout à l'heure dans la technicité un peu de l'ETF, le plus important dans un ETF, c'est la liquidité du sous-jacent. Donc si j'ai un ETF CAC 40, l'important, ce n'est pas forcément l'encours ou la liquidité de l'ETF en soi, ce qui est quand même important, mais ce n'est pas le plus important. L'important, c'est la liquidité de l'indice sous-jacent. Donc, concrètement, entre acheter un ETF, si tout le monde souhaite se désinvestir d'un ETF CAC 40, ça aura moins d'impact que si tout le monde se désinvestit d'un ETF sur, je vous dis n'importe quoi, l'Ouzbékistan, parce que l'indice ouzbek est beaucoup moins liquide, encore faut-il qu'il y ait une bourse là-bas, je ne sais pas, mais voilà. Donc, il n'y a pas de risque supplémentaire sur un ETF que sur un fonds actif. C'est des sujets de liquidité classiques de marché. Et l'important, c'est de se dire que c'est le spread, l'écart de prix d'achat et de vente qui pourrait être plus large si tout le monde vend en même temps. On ira voir ça tout à l'heure sur le site. Il y a juste une question auquel on va répondre. Sur les ETF, pourquoi les frais de courtage varient d'un tracker à l'autre? Non, les frais de courtage, en tout cas chez EasyBourse,
sont pareils, quel que soit le tracker, pourvu que ce tracker soit coté sur Euronext. Alors, je vois aussi une question. Bonjour, je ne sais pas si la question est déjà posée, mais la possible vente de Lixor représentait un risque pour les possesseurs de TF Lixor? Je réponds à la question. Donc, ce sont des rumeurs. Donc, on ne commente pas des rumeurs de marché, évidemment. Et quoi qu'il en soit, ça n'a strictement aucun impact. Pour la petite anecdote, Lixor a racheté il y a 2 ans une société de gestion allemande qui s'appelle Comstage. Et donc, les investisseurs de Comstage n'ont eu strictement aucun impact. Il y a eu simplement des fusions d'ETF. Donc, entre l'ETF CAC 40 de Lixor et l'ETF CAC 40 de Comstage, les deux ont fusionné. C'est juste un simple changement de coding. Donc, tous ces sujets-là, ce sont des rumeurs déjà. Et dans le cas qu'il y a eu de fusion entre deux sociétés, de rachat de sociétés, ça n'a évidemment pas d'impact supplémentaire que le quotidien que peuvent vivre une société de gestion. Ce slide-là, pour continuer sur cette histoire, quelle enveloppe privilégiée, c'est simplement, je ne vais pas le commenter rapidement, c'est pour vous montrer que, on l'a vu, il y a des écarts de frais entre un PEA et une assurance vie, mais finalement, votre choix pour savoir si vous allez peut-être perdre plus d'argent en investissant dans une assurance vie ou dans un PEA, finalement, le sujet il est complètement neutre. Vous voyez que votre risque de perte en capital en ayant investi dans un PEA ou dans une assurance vie est globalement le même si vous investissez en une fois ou tous les mois dans un PEA ou une assurance vie. Donc, le choix de l'enveloppe d'épargne ne doit pas se faire sur tiens, est-ce que dans une assurance vie, j'ai plus de risque de perdre de l'argent en ayant évidemment la même stratégie d'investissement. Le point important à retenir, c'est que en investissant dans un PEA, globalement, pour une stratégie équivalente dans l'assurance vie, j'ai moins de frais et donc j'ai potentiellement plus de performance. Alors maintenant, on va lever le capot. On va lever le capot pour essayer de comprendre ce qu'est un ETF. Alors, point important, je le disais un peu tout à l'heure en introduction, un ETF n'est pas un warrant, n'est pas un certificat, même si on peut se dire que l'objectif est le même. Alors, je m'amuse souvent à dire que les ETF sont des trackers, mais tous les trackers ne sont pas des ETF. Alors, c'est peut-être une subtilité, mais on va essayer d'expliquer. Un ETF, c'est un OPCVM. D'accord? Ça veut dire organisme de placement collectif en valeur mobilière. Alors, quand vous investissez, par exemple, sur un fonds Carmignac, la nature juridique de l'ETF, c'est exactement la même. ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. C'est un fonds coté en bourse. C'est un fonds que je peux acheter et vendre en continu dans mon PEA, dans mon compte titre. Dans l'assurance vie, c'est vraiment considéré comme un fonds, donc on peut l'acheter qu'à un seul coup. Par conséquent, un ETF est agréé par l'autorité des marchés financiers. Donc, c'est vraiment cadré. Ça répond également à la contrainte UCITS. La UCITS, c'est la réglementation européenne qui impose notamment des contraintes de diversification dans l'univers d'investissement. Parenthèse, c'est pour ça qu'un tracker, un ETF sur le pétrole n'existe pas. Par contre, un tracker sur le pétrole, un certificat sur le pétrole peut exister. Pourquoi? Un ETF sur le pétrole, par définition, on n'investit que sur le pétrole, ce n'est donc pas diversifié, même si j'investis sur le WTI et le Brent, j'ai que de sous-jacents. Ce n'est pas suffisant pour répondre à la contrainte UCITS. Par contre, un certificat qui est émis par une banque d'investissement, on peut le faire, mais on n'est pas du tout sur la même notion de risque. Donc il faut un panier minimum de 5 matières premières pour faire un tracker. Mais du coup, c'est même pas trop suffisant parce qu'il faut, pour faire un ETF, il faut que vraiment les 5 matières premières soient totalement liquides pour que c'est vraiment du sens. Donc, le point important, c'est ça. Un ETF est un OPCVM. C'est pour ça que c'est un produit d'épargne, c'est pour ça que vous le retrouvez dans une assurance vie, c'est pour ça que vous allez le retrouver dans un PEA, parce que ça répond aux contraintes d'éligibilité. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, première apparition dans les années 90, avec Lixor en 2000 en Europe, avec le CAC 40. Alors, ce qu'on peut souvent dire, si on compare un tracker par rapport à un OPCVM classique, il y a un gérant qui va réfléchir et qui va prendre des positions, il va s'engager. C'est ce qu'on va appeler de la gestion active. Pour les ETF, c'est de la gestion passive, c'est-à-dire que le gérant, même si un gérant, il ne va pas prendre des positions et s'engager, il va répliquer l'indice. Exactement. Que répliquer l'indice, ni plus ni moins. On va le voir en détail. Et donc là, simplement, je passe rapidement, c'est pour vous montrer l'impact de la croissance du marché des ETF dans le monde.
on voit bien qu'aux États-Unis surtout, et pour que vous le sachiez, les ETF sont très utilisés par les épargnants américains parce que leur culture financière est plus importante, parce qu'il n'y avait pas de fonds euros qui étaient de l'investissement génial, il n'y avait pas de livret A, on doit préparer sa retraite. Et comme tout investisseur qui doit préparer sa retraite, on s'intéresse à des produits simples et on s'intéresse aussi à des produits pas chers. Et on va le voir aussi. Et en Europe, ça se développe. C'était très utilisé par les investisseurs institutionnels et c'est de plus en plus utilisé par les investisseurs particuliers dans ce fameux contexte. Et on va le voir ici. Les raisons de l'engouement des ETF, c'est d'une part une réglementation plus lourde de la part des distributeurs et donc une transparence des frais qui est plus lourde. Donc les investisseurs voient ce qu'ils payent en termes de frais et donc ils vont privilégier des ETF. Les ETF, dans un contexte de baisse de rendement de fonds euros, livret A, c'est intéressant pour chercher du rendement. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes typologies de risques. Un fonds euro, ce n'est pas risqué. En ETF, c'est le risque en marché. Mais c'est un point important. Et surtout, c'est la mauvaise performance des gérants actifs qui pose problème. Et là, on va voir justement la différence entre la gestion active et la gestion passive. C'est vraiment ce que disait Jean-Baptiste. Dans un fonds actif, on est dans la gestion active, du coup, on a un gérant qui sélectionne des titres. Donc, un gérant Action France, son rôle, c'est de prendre l'univers CAC 40 et de surpondérer du Vinci par rapport à du Danone. Il va le faire tous les jours, toutes les semaines, il va revoir son portefeuille. Son objectif de gestion, sa promesse, c'est de chercher à surperformer le CAC 40. Sauf qu'on le voit sur le petit graphe de droite, là, il peut surperformer, mais il peut aussi faire moins bien. Pour cette technique de gestion, de cette gestion active, il va vous prélever des frais de gestion. Ces frais de gestion sont évalués à 2,05 par an. Ce qui veut dire que chaque année, au 1er janvier de l'année, un gérant Action France démarre avec 2% de frais. Donc, vous commencez en fait à 98. Donc, il doit rattraper ces 2% pour faire de la performance positive. En face, on a la gestion passive. Donc, c'est bien un OPCVM. Sauf que là, comme le disait Jean-Baptiste, le gérant, il n'est pas là pour sélectionner des titres. Il est là pour faire exactement la même chose que l'indice. Pour le CAC 40, il va acheter les 40 composants de l'indice. Quand l'indice fera plus 1, l'ETF fera plus 1. Quand l'indice fera moins 1, l'ETF fera moins 1. D'accord? Pour ça, on prélève 0,39 de frais de gestion par an. Et donc, vous voyez l'écart tout de suite. On a près de 1,50 d'écart par an. Donc, toutes choses égales par ailleurs sur un fonds Action France, Action États-Unis, Action ce que vous voulez. Le gérant ETF démarre avec plus de 1,50 de frais de moins et donc de perf en plus. Ce qui ne veut pas dire que le gérant va toujours faire moins bien. Il peut le rattraper, mais sur le long terme, on voit que c'est compliqué puisque moins de 36% des gérants arrivent à faire mieux que leur indice de référence. Alors, on continue. Hop, ce sont des gérants qui gèrent des ETF. Alors oui, on a l'impression que souvent les ETF, c'est super simple vu qu'on achète des composants dans un indice, donc on pourrait dire que ce sont des robots. C'est faux. C'est faux. Alors, il y a plein de fichiers Excel qui tournent, mais il y a bien des gérants, on a bien une équipe de gestion qui est très importante chez Lyxor, mais chez tous les émetteurs d'ETF. Donc leur rôle, c'est de collecter les ordres de souscription rachat, comme quand vous passez un ordre sur un fonds classique, d'acheter les composants de l'indice, d'optimiser la performance de l'ETF pour vous apporter la meilleure performance, valider la valeur liquidative, etc., etc. Donc, ils ont évidemment un rôle prépondérant. Alors là, je vois qu'il y a quelques questions sur les frais et on va voir un sujet important, c'est que, OK, les ETF ont moins de frais que la gestion active. OK. Donc, là, on va parler des frais de gestion. De l'ETF. Sur les frais de courtage, tous les ETF sont traités pareil. Exactement. C'est les mêmes frais que pour une action. Exactement. Sur EasyBourse, les ETF sont tous cotés sur Euronext et se négocient via Euronext, qui est le marché réglementé. Et donc, c'est le même prix, le même tarif, les mêmes conditions que pour acheter par exemple une action comme du CAC 40 ou acheter une action française qui est cotée sur Euronext. Exactement. Et donc là, on se focus vraiment sur les frais de gestion de l'ETF. C'est ce qu'on voyait ici, pardon, hop, les fameux 0,39 prélevés par an qu'on a comparé aux 2,05 des fonds actifs. Alors là, on pourrait se dire, donc, un ETF a moins de frais de gestion qu'un fonds actif, donc c'est potentiellement mieux en termes de frais. Et donc finalement, le meilleur ETF entre un ETF Lyxor et un ETF concurrent sur le CAC 40, ça va être celui qui a les frais de gestion les plus faibles. La réponse est non. Attention de ne pas
aller au moins cher, parce que le moins cher, ça ne veut pas dire que c'est meilleur. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes caractéristiques quand on regarde un ETF qu'il faut prendre en compte. Alors, il y en a qui sont plus ou moins importantes, et on va essayer de tous les détailler, et à la fin, mon objectif, ça va être de vous aider à vous focaliser sur ce qui est vraiment être important pour vous. Alors, le premier point, c'est que sur un ETF CAC 40, il peut être listé, disponible sur la bourse de Paris, mais il peut être aussi disponible sur la bourse de Francfort ou de Londres. Déjà, c'est un point important, la place de cotation. Forcément, vous allez avoir plus de frais sur un ETF CAC 40, ou frais de courtage, sur un ETF CAC 40 qui est listé sur Londres que qui est listé sur Euronext. Donc, le point important, c'est la place de cotation. Globalement, sur tout ce qui est disponible sur Easy Bourse, ça va être listé sur Euronext. L'indice suivi, là aussi, c'est important. Par exemple, sur le Japon, vous avez différents indices. Le MSCI Japan, le Nikkei 225, etc., etc. Le Topix. Donc ça peut être des points importants qui peuvent expliquer les frais de gestion d'un ETF. Mais vous pouvez avoir un ETF sur le Nikkei qui va avoir des frais de gestion moins élevés qu'un ETF sur le Topix. Pour autant, il s'avère que le Topix, je vous dis n'importe quoi, je n'ai pas les chiffres en tête, mais peut être meilleur en termes de performance. Donc le point important. Troisième point, c'est la distribution des dividendes. Alors, il faut bien avoir en tête qu'un ETF, quand vous investissez dans un ETF, vous profitez totalement des dividendes. Ils sont juste soit distribués tous les ans, ou soit capitalisés. Là aussi, c'est un choix pour vous de savoir est-ce que j'ai envie de percevoir les dividendes tous les ans, ou est-ce que je préfère qu'ils soient réinvestis. Donc, s'ils sont distribués, concrètement, chez eBourse, c'est du cash qui vous est versé sur votre compte espèce, sur votre solde espèce de votre PEA ou de votre compte titre. Point important, et pour que vous ayez conscience de la notion des frais de gestion d'un ETF par rapport à un fonds actif, les dividendes d'un CAC 40, c'est à peu près 3% par an, historiquement. Les frais de gestion d'un fonds actif, c'est 2%. Ce qui veut dire que chaque année, toutes choses égales par ailleurs, le fonds actif bouffe 2/3 des dividendes du CAC 40. Tandis que sur un ETF, les frais de gestion sont plus faibles, donc profitez beaucoup plus de l'intérêt des dividendes. Les frais de gestion, effectivement, c'est quand même un point important à regarder entre deux ETF, mais ça ne doit pas être la clé. L'important, c'est effectivement l'indice qu'on va suivre et la liquidité qu'il peut y avoir sur cet indice. La qualité de suivi de l'indice, et c'est justement ça qui est important. On peut avoir deux ETF sur le CAC 40 de deux sociétés de gestion différentes, avec les mêmes frais de gestion, mais avec des performances différentes. Et là, c'est là où les gérants interviennent sur la qualité de réplication. On va regarder l'écart de performance entre l'ETF et son indice, ce qu'on appelle plus communément dans l'industrie la tracking différence, et l'écart de volatilité des performances qu'on va mesurer notamment à travers la liquidité, comme on le voit sur le rond du milieu. Vous voyez en bleu l'ETF, vous voyez en rouge l'indice, et vous allez vous apercevoir que, par exemple, si vous voulez vendre votre ETF au moment où l'ETF est en train de baisser pour la première baisse, là, vous êtes quand même assez écarté de l'évolution de l'indice, ce qui veut dire que vous répliquez bien l'indice, mais avec beaucoup de volatilité. Et ça, c'est des informations qui sont importantes. Je vous rassure, vous allez peut-être me dire, mais comment on fait pour vérifier toutes ces informations-là? Alors, c'est ce qu'on appelle la tracking error. Elles sont disponibles sur les reportings de nos ETF, au même titre que le ratio de Sharpe, parce que je vois qu'il y a une question là-dessus. Donc, toutes les informations quantitatives sont disponibles sur notre site internet. Et le point final, c'est la liquidité de l'ETF. Vérifier la liquidité, l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. C'est un point important. Le message à retenir de ce slide qui peut peut-être paraître un peu technique, ne pas privilégier les ETF les moins chers, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont moins chers qu'ils sont meilleurs en termes de performance, en termes de volatilité des performances, en termes de liquidité. Et surtout aussi, ne pas privilégier l'ETF qui a le plus gros encours. Ce n'est pas parce qu'un ETF a plus d'encours qu'un autre qu'il est meilleur. Je peux avoir un ETF qui a 1 milliard d'encours, mais qui ne s'échange absolument pas tous les jours. Je peux avoir un ETF qui a 1 million d'euros d'encours et qui s'échange tous les jours. Donc, ce n'est pas une notion c'est des notions importantes. L'objectif pour se prémunir de ce risque de liquidité et pour ne pas se faire, comme on dit, arbitrer, c'est de mettre des ordres à prix limite. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc, si vous voulez investir sur un ETF
qui fait 1 million d'euros parce qu'il vous intéresse, parce que vous trouvez ça pertinent, pour être sûr de ne pas avoir une mauvaise exécution, mettez un prix limite. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas être exécuté à un prix qui ne vous plaît pas. Ça, c'est évidemment en compte titre et PEA. En assurance vie, ce n'est pas vous qui vous occupez de l'exécution, c'est l'assureur, donc pas de sujet là-dessus. Alors, on continue et ça rejoint un peu ce que je disais sur la liquidité de l'ETF. On a pris l'exemple d'un iceberg, en fait. La partie du haut, c'est les flux d'échange sur les marchés boursiers. Ça représente, c'est ce que vous voyez sur le carnet de l'ordre. Donc, parfois, vous allez me dire, ah bah cet ETF-là, il n'est pas très liquide, il se traite peu de cash là-dessus, peu d'ETF là-dessus. En fait, ça représente que 25% des flux. Donc, malheureusement, vous, en tant qu'investisseur particulier, vous voyez le carnet d'ordre. Ce qui se passe en réalité, c'est que l'essentiel des flux se passe sur ce qu'on appelle le gré à gré. On va dire que c'est le marché des professionnels. Mais en réalité, le plus important, et vous voyez ce qu'il y a en dessous, ce qui est caché, donc c'est comme le Titanic, hein. L'iceberg en dessous, c'est ce qu'on ne voit pas. La partie immergée de l'iceberg, c'est la liquidité du sous-jacent et c'est ça qui est très important. La liquidité du CAC 40. Évidemment, passer un ordre de 100 euros sur le CAC 40 aura beaucoup moins d'impact qu'à passer un ordre de 100 euros sur l'Ouzbékistan. Encore une fois, je n'ai rien contre l'Ouzbékistan, mais c'est pour vous faire comprendre que l'important, c'est la liquidité du sous-jacent. Petite question, ordre limite à l'achat ou à la vente, dans les deux cas en fait. Mettez des ordres limites pour être tranquille, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc plus on s'aventure sur des trackers qui sont sur des marchés et des indices un peu exotiques, exactement, plus il faut effectivement regarder ce spread achat-vente et plus il faut aussi se poser la question de mettre un ordre à court limité ou à exactement. Plus bien sûr je suis sur un tracker qui fait des répliques le CAC 40 ou les grands indices phares, plus je peux me détendre sur cette question-là. Alors, je l'ai un peu évoqué sur le sujet des dividendes, mais vous le voyez en chiffres et vous allez voir l'impact des dividendes sur un investissement sur le CAC 40. Là, on a voulu faire un graphe sur 20 ans du CAC 40 sans les dividendes. Donc, le CAC 40 dont tout le monde parle sur BFM, tiens, le CAC 40 à combien? Il est à 5000 points. En fait, ce CAC 40-là, il n'inclut pas les dividendes. Donc, si vous aviez investi pendant 20 ans sur le CAC 40 dont on parle tous les jours, en fait, vous auriez affiché une performance négative. Par contre, si vous aviez investi sur le CAC 40 en profitant des dividendes, donc c'est quasiment 3% par an, là, vous auriez affiché une performance positive. C'est pour ça que je vous disais, attention, la gestion active par rapport à la gestion passive, donc l'histoire de frais, la gestion active, c'est 2/3 en moins des dividendes par an. Donc, c'est quand même, peut avoir un lourd impact. Et après, encore une fois, les ETF peuvent être soit capitalisants, soit distribuants. Ce que vous voyez AC ou DIST, c'est sur le nom de l'ETF. Quand vous voyez l'IXOR CAC 40 ETF AC, ça veut dire accumulative en anglais pour capitalisant, et DIST, c'est pour distribuant. Un ETF est transparent, oui, à la différence peut-être d'un Varan certificat qui est peut-être un peu moins transparent. Un ETF étant un OPCVM, vous avez accès à la composition, déjà à la cotation du produit en continu toute la journée, à tout moment, vous pouvez l'acheter et le vendre. Donc, il est coté sur Euronext, donc c'est les horaires d'Euronext. Exactement, Bourse de Paris. Donc, effectivement, on a souvent la question, est-ce que je peux acheter votre ETF S&P 500 à 22 h? La réponse est non. Vous pouvez acheter un ETF Lixor S&P 500 jusqu'à 17h30. D'accord. Alors, sachant que le Standard & Poor's, lui, continue après 17h30, d'accord? Comment ça se passe? Alors, point important, parce qu'on a souvent des questions. Alors, en fait, il y a trois façons d'avoir le prix d'un ETF. Il y a le prix en continu. Donc, effectivement, à 10 h, on peut se poser la question, comment à 10 h du matin en heure française, l'ETF Lixor peut avoir un prix sur le S&P 500? En fait, le prix est défini par rapport au futur du S&P 500. Okay. Entre 9h30 et 10h, quand la bourse américaine ouvre, il n'y a pas de sujet. Et après, à la clôture de Paris, le close, il y a un cours de clôture qui dépend de l'écart entre l'offre d'achat et l'offre de vente de l'ETF à 17h30 sur le S&P 500. Donc, effectivement, après, le S&P 500 continue de valoriser. L'indice, pas l'ETF. Et à la fin, le marché américain clôture. Et donc là, l'ETF est aussi valorisé à sa valeur liquidative, c'est ce que vous voyez dans le quadrillé violet, à sa NAV, Net Asset Value, sa valeur liquidative. En fait, c'est la valeur comptable. C'est pour ça que parfois, vous pouvez avoir des écarts entre ce qui est affiché sur EasyBourse et ce qui est affiché sur notre site internet. Sur EasyBourse, vous allez en principe voir afficher le dernier cours connu, qui est le close de l'ETF.
qui correspond à la clôture de Paris à 17h30. Sur notre site internet, ce qui est affiché, c'est la valeur comptable incluant le cours de clôture des sous-jacents du S&P 500. Concrètement, si entre la clôture de Paris et la clôture de New York, il y a eu une augmentation de 5%, bah vous, sur votre portefeuille, vous n'allez pas profiter, sur la valorisation de votre portefeuille, vous n'allez pas profiter le soir de la hausse de 5%, elle va se répercuter le lendemain, puisque le lendemain, l'ETF reprend avec la clôture des sous-jacents du S&P 500. Donc effectivement, cette différence, c'est en période de clôture. Effectivement. Et là où on affichera en haut des fiches valeurs, on affichera la dernière transaction connue, donc la transaction à la clôture. Voilà. Mais sinon, en cours de séance, il y a effectivement. En cours de séance, au moment où vous passez les ordres, eh bien tout ça est lissé, quoi, Bien sûr. et convergent. Et dans tous les cas, ce qu'il faut regarder avec attention, c'est le carnet d'ordre. C'est vraiment le carnet d'ordre qui permet de voir le prix d'achat, le prix de vente auquel vous allez exécuter si vous passez votre ordre maintenant. Effectivement, par rapport au cours de la dernière cotation et de la dernière transaction connue qui est affichée en haut des fiches valeurs. Pour finir sur cette partie transparence, un point important, je sais que c'est un point que je signale souvent, c'est les frais, parce qu'encore une fois, les ETF ont cette particularité d'avoir des frais faibles. Nous, on raisonne tout de suite en total des frais sur encours, à la différence de la gestion active qui raisonne en frais de gestion. Et en fait, le total des frais sur encours des fonds actifs, vous ne les voyez que dans les documents, en fouillant un petit peu, etc. Nous, quand on parle en moyenne de 0,39 de total de frais sur encours, c'est le total des frais payés par l'investisseur. Il y a une question très intéressante. Pourquoi ne peut-on pas faire des versements réguliers sur des ETF? Donc, les versements réguliers sur les ETF, là, j'imagine que pour une personne qui aurait un PEA, effectivement, quand on a un PEA sur les e-bourses, on peut faire des achats réguliers sur plus de 200 fonds qui sont éligibles. Pas sur les ETF. Pas sur les ETF, parce que les ETF ne sont pas décimalisés. C'est-à-dire que si vous dites, je fais par exemple pour 100 € chaque mois sur un ETF, l'ETF, il va valoir peut-être 5 ou 10 ou 20 € et ça ne va jamais tomber juste pour faire les 100 € notamment. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire ces achats réguliers sur des fonds décimalisés, des EPC classiques et notamment pas sur des ETF. Concrètement, on peut acheter un fonds, on peut acheter 5,2 parts d'un fonds. Par contre, en bourse, on ne peut pas acheter 5,2 parts d'un ETF CAC 40. Ce qui n'est pas le cas dans un compte titre, ce qui n'est pas le cas dans un PEA. On ne peut pas le faire. Par contre, dans l'assurance vie, vous pouvez complètement le faire. Dans l'assurance vie, c'est l'assureur qui achète pour vous quand vous passez un ordre sur un fonds ou sur un ETF. Et là, vous pouvez complètement faire des versements programmés réguliers dans une assurance vie. Alors, on a vu comment comparer des ETF entre eux. Donc, on a vu les frais de gestion, c'est important, mais ce n'est pas essentiel. L'encours, c'est important, mais ce n'est pas essentiel. L'important, c'est la liquidité du sous-jacent. Maintenant, comment on fait pour comparer un ETF avec ses frais de gestion? Avec un fonds actif. Bon, là, on l'a déjà dit, on ne va pas se répéter. Les frais, l'écart de frais, c'est ça, on l'a vu. Et là, on l'a fait en chiffres, là aussi. L'impact de 10 000 € ou de 100 000 € d'investissement, juste, donc on a considéré, pour bien comprendre, un investissement sur un ETF et sur un fonds. On est parti du principe que dans les deux cas, l'investissement rapportait 0% d'investissement, pour simplifier les calculs. Donc, on a vraiment considéré l'impact des frais, sans la performance. Donc, on considère qu'un ETF et un fonds, sur là où vous voyez que c'est encadré, pendant 20 ans, l'ETF et le fonds ont fait tous les ans 0% de performance. On a juste vu l'impact des frais. Sur 20 ans, pour commenter que ce chiffre-là, si j'avais investi 100 000 € sur un ETF, ça m'aurait coûté en frais de gestion, c'est globalement invisible pour vous, mais là, on essaie de vous montrer ça en transparence, à peu près 7 500 € de frais sur 20 ans. Sur un fonds actif qui a 2,05 de frais de gestion par an, ça vous aurait coûté 33%, enfin 34%, soit 34 000 € à peu près. Ce qui veut concrètement dire que sur un investissement de 100 000 €, ça vous aurait coûté donc 30% de performance en investissant sur un fonds actif contre 7%. Donc, le gérant actif aurait dû au moins faire 30% de performance sur 20 ans pour vous offrir une performance positive. J'insiste sur le fait que cet exercice a été fait sur un historique de constatation, donc c'est performance, enfin non, même pas sur un historique, là, on n'a pas vu de performance, mais sur une base de frais. Et ce n'est pas parce qu'un fonds actif prélève plus de frais qu'il va être moins bon qu'un ETF. Donc, le message, il est attention à ça.
Maintenant, vous avez des super fonds sur la place qui existent. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt à payer 33% sur 20 ans en gérant un actif parce que vous pensez qu'il va vous rapporter plus, ou est-ce que vous n'avez pas envie de vous embêter, vous achetez un ETF, vous êtes sûr de faire la performance du marché que vous souhaitez. Deuxième façon, et là ça rejoint un peu l'exercice qu'on fait sur l'actif passif, donc on essaie de vous donner des outils pour savoir sur une classe d'actifs donnés, vaut-il mieux privilégier un gérant actif ou un ETF. Alors là, on va regarder par exemple la première ligne qui n'est pas surlignée, Europe petite capitalisation. Vous voyez que sur un an, il y a près de 60% des gérants actifs qui ont réussi à faire mieux que l'indice Europe petite capitalisation. J'ai envie de vous dire, sur un an, effectivement, j'aurais préféré privilégier un gérant actif. C'est effectivement de moins en moins le cas au fur et à mesure que le temps passe, mais c'est un point important, on a quand même 40% sur 10 ans de gérants petite capitalisation sur les small caps qui ont réussi à faire mieux que leur indice. Moi, je me focus effectivement sur la partie le marché français, le marché monde et le marché américain. Sur les actions françaises, sur 10 ans, on a 25% des gérants actifs qui ont réussi à faire mieux que leur indice. Donc, il y en a quand même 25%. La question, c'est de savoir quels sont ces 25%. Et la réponse, c'est que globalement, ces 25%, ce n'est jamais les mêmes tous les ans. Donc, ça rend l'exercice compliqué. Sur les États-Unis, c'est encore pire, puisqu'on a seulement 2% des gérants actifs qui ont réussi à faire mieux que leur indice de référence. Donc, point important, c'est un outil qui est disponible sur notre site internet. N'hésitez pas, et ça vous donnera des billes pour essayer de mieux comprendre le choix. Alors, grâce aux ETF, on l'a vu, c'est des produits simples, moins chers, qu'on peut utiliser dans un PEA, une assurance vie, on va le voir plus en détail, mais surtout, c'est des produits qui permettent finalement, vous permettent d'investir sur ce qui vous parle. Il n'y a pas que les ETF short, il n'y a pas que les ETF à levier, il y a aussi plein d'ETF sur des indices très simples, MSCI World, donc l'indice monde, ce que j'appelle le CAC 40 du monde, le S&P 500, le Nasdaq, les marchés émergents, le Brésil, la Thaïlande, les secteurs automobiles, le secteur pétrolier, le secteur financier, le secteur de la consommation, sur le marché obligataire, sur le marché ESG, environnemental, social et gouvernance. Donc, on a lancé des ETF sur l'égalité homme-femme, sur l'eau, sur les nouvelles énergies. Récemment, on a lancé des ETF sur le climat qui permettent d'investir sur des indices qui investissent sur des actions qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. On a lancé des thèmes, donc des thèmes, des méga trends, donc sur les millennials, sur les digital economy, sur les smart cities, avec un filtre ESG. On peut évidemment faire des matières premières, mais au global, pas pétrole, pas or. On peut faire voilà, toutes les thématiques immobilières, etc. Alors, effectivement, question de Bertrand, il faut des ETF à réplication indirecte. Et Bertrand arrive à point nommé puisque c'est exactement ce qu'on va évoquer maintenant, pour bien comprendre la subtilité. Effectivement, il parle de réplication synthétique. Voilà. Donc, moi, je préfère parler de réplication indirecte parce qu'en parlant de réplication synthétique, c'est une terminologie où on a l'impression d'associer un ETF à un risque qu'il y a eu pendant la crise des subprimes, alors qu'on n'est pas du tout dans les mêmes sujets de risque. Donc, moi, je parle de réplication indirecte et on va le voir. Alors, j'essaie de lire une question. Alors, une question, un CGP ne vend pas d'ETF auprès de ses clients s'il est tenu de vendre des fonds OPCVM. Un CGP peut vendre des ETF s'il le souhaite. Après, c'est libre à lui, mais les ETF sont disponibles sur tous les contrats disponibles vendus par les CGP, hormis dans les banques de réseau. Donc, dans les banques traditionnelles, on n'en trouve pas. Mais c'est pour ça que sur EasyV, par exemple, vous avez accès, ou sur le PA ou le compte titre, là, il n'y a pas de prisme, tiens, je veux vendre que des fonds. Vous avez des ETF, vous avez accès à tout. Alors, comprendre un ETF et comprendre la réplication directe, indirecte. Il y a deux façons de répliquer un ETF. Donc, il y a deux techniques de gestion. Encore une fois, ça montre pourquoi les gérants sont importants. La première technique, c'est la réplication directe, où on a pris l'exemple sur un indice Eurostock 50. À gauche, vous avez la composition, le top 10 des composants de l'indice. Et à droite, vous avez le top 10 de l'actif du fonds. Je rappelle qu'un ETF est un OPCVM, donc il y a bien un actif. Vous voyez qu'il y a une similitude parfaite. Donc, le gérant, tous les jours, il achète et il vend, en fonction des souscriptions rachats, les mêmes quantités que l'indice, tous les jours. C'est ce qu'on appelle la réplication directe, qu'on oppose à la réplication indirecte.
alors ce n'est pas en réalité qu'on oppose, c'est qui est complémentaire à la réplication directe, qui est en réalité une superbe innovation puisqu'elle vous permet de vous exposer dans votre PEA au marché américain. Je crois qu'on va le voir tout à l'heure. Performance passée ne préjugeant pas des performances futures. Le CAC 40 sur 10 ans, il a fait, ou 20 ans, on va le voir, je crois que ça a fait 100% de performance. Le S&P 500 sur la même période, il a fait 300% de performance. J'ai quand même envie de profiter de cette diversification dans mon PEA et c'est possible grâce à un ETF. C'est vrai que dans un PEA, on ne peut s'exposer par principe qu'à des sociétés de l'Union européenne. Exactement. Voilà, que de l'Union européenne et donc pas investir sur le marché américain, mais grâce à cette réplication indirecte ou synthétique, eh ben, il y aura une promesse du tracker qui veut dire on va répliquer on va vous promettre de répliquer le Standard & Poor's américain, par exemple, mais derrière, ils ne vont pas acheter des valeurs américaines, ils ne vont pas acheter du Ford ou ou autre chose. Ils vont acheter d'autres actifs et via leur montage qui va assurer que ça va faire la réplication du Standard & Poor's et qu'au final, pour vous, vous aurez la performance attendue, même si derrière, les gérants ont fait une cuisine en quelque sorte avec d'autres choses que les valeurs américaines. Alors, on va essayer de l'expliquer schématiquement. On va le voir en détail vraiment ce que c'est. Donc, vous êtes un investisseur qui a acheté un ETF PEA S&P 500. Vous investissez dans l'ETF. L'ETF, lui, qui est un fonds, achète, donc vos 100 € d'investissement vont être utilisés pour acheter pour 100 € d'actions européennes, en tout cas des actions éligibles au PEA. Donc, votre actif, il est bien éligible au PEA. Maintenant, vous souhaitez la performance du S&P 500. Ce que va faire l'équipe de gestion, c'est qu'elle va faire ce qu'on appelle un troc, un échange de performance avec une contrepartie où le gérant va échanger la performance du panier d'actions européen contre la performance du S&P 500. Ce qui vous permet, donc c'est vraiment un échange, tous les jours, c'est un contrat qui nous lie avec une contrepartie, où on se dit, bah, tiens, moi Jean-Baptiste, je te donne mon stylo, en échange de quoi tu me donnes ta feuille, quoi qu'il se passe. Tous les jours, c'est notre contrat qui nous lie, bah, c'est la même chose. Moi, l'équipe de gestion a un contrat qui dit, on s'échange juste la performance, hein, pas les actions, on s'échange juste la performance, ce qui permet aux porteurs du PEA S&P 500 d'être tous les jours investis, enfin d'être tous les jours éligibles au PEA et de percevoir tous les jours, et en continu, la performance du S&P 500. C'est peut-être un peu trivial, mais en réalité, c'est une technique de gestion qui existe même dans la gestion active pour faire des couvertures de change, des opérations sur des taux d'intérêt. Là, c'est une technique utilisée par les ETF pour vous permettre, au sein de votre PEA, d'avoir accès à une diversification internationale, d'avoir accès, on l'a lancé il n'y a pas longtemps, à des ETF PEA sur le marché obligataire, ou même d'investir sur le marché immobilier coté, ce qui n'est pas possible en théorie dans le PEA. Donc, grâce à cette technique de gestion qui permet à votre actif d'être investi sur des actions européennes donc éligibles au PEA, vous percevez tous les jours la performance du S&P 500 ou d'un autre indice. Alors, peut-être que juste avant de parler des leverage et short, on va juste jeter un petit coup d'œil sur le site EasyBourse pour voir comment on les trouve. Et après, on verra effectivement comment avoir du levier avec ces produits-là. Donc, je vais juste sur le site EasyBourse pour vous voyez bien comment c'est. Donc, je suis sur le site EasyBourse là. Et il y a notamment une rubrique tracker. Tracker. Et effectivement, donc là, on a mis bien sûr, Lixor est un des partenaires très importants de sa rubrique. Vous pouvez accéder directement à près de 200 trackers référencés sur Euronext. Tous les trackers référencés sur Euronext sont disponibles. Le site web également pour trouver des ressources spécifiques de Lixor. Alors, ma souris a sauté. Hop, je reviens. Voilà. Hop. Et puis aussi important, donc il y a un moteur de recherche où vous pouvez avoir en plus un moteur de recherche avancé où retrouver tous les trackers et faire des recherches spécifiques. Et plus simplement, si vous débutez sur le sujet, on a récapitulé les ETF les plus traités de Lixor. Notamment, il y a celui sur le CAC 40 qui fait de la réplication simple sur le CAC 40. Voilà. Donc, il est éligible au PEA. Et puis, il y a celui qui réplique le monde, MSCI World. Effectivement, lui, pour le coup, il n'est pas
éligible au PEA. Mais on va voir qu'il l'est quand même. Voilà. Bon, il y a celui qui réplique le DAX qui est éligible au PEA. Et puis, on va voir qu'il y a après j'anticipe ce que voulait dire Jérémy, c'est qu'il y a des produits qui vont aussi faire de la réplication, mais pas de la réplication simple, mais de la réplication avec soit un effet inverse, c'est-à-dire que là, avec un effet x-1, c'est le short, c'est-à-dire que quand quelqu'un va monter, ben, ça va baisser. Et après, la réplication double, c'est le Lixor leverage, et la réplication x-2, donc c'est double, mais à l'inverse. Je laisserai Jérémy en parler. Je vais juste montrer clairement, si je veux passer un ordre, il y a des fiches qui détaillent le produit, et je peux bien sûr après acheter comme une action. Donc là, bien sûr, il faut être connecté, avoir un PEA moins de compte titre. Donc je me connecte sur le site EasyBourse, et voilà, je pense qu'on est peut-être en période de marché fermé, mais j'ai quand même la visibilité de mon carnet d'ordre. Vous voyez tout à l'heure, regardez bien le carnet d'ordre, vous voyez notamment le spread différent entre achat et vente. Et si je veux passer mon ordre, eh bien, je passe mon ordre comme sur une action. Vous voyez bien, j'ai exactement les mêmes types de passage d'ordre que sur une action, donc à cours limité, à la meilleure limite, au marché, etc. Et le carnet d'ordre est très alimenté, et je peux donc effectivement dire je veux acheter pour 20 ou 50 produits, et je serai exécuté immédiatement, hein, si bien sûr le marché est ouvert. Donc là, je ne sais pas quelle heure il est presque c'est fermé, mais je peux passer mon ordre directement. Et après, bien sûr, dès que mon ordre est exécuté, je le retrouve dans mon carnet d'ordre. Donc effectivement, là, je peux voir par exemple que là, je suis dans un compte titre, mais bien sûr, l'idée, c'est plutôt d'acheter ça dans un PEA. Et là, par exemple, sur mon PEA, effectivement, je sais que moi, pour ma part, hein, je trouvais que ces produits-là ont plutôt des produits, des attractivités intéressantes. Donc, il y a des produits éligibles au PEA, PME notamment, ou encore, voilà. Et après, si je veux faire ceci dans l'assurance vie, vous savez, il y a EasyVie qui est l'assurance vie d'EasyBourse, et vous avez une assurance vie, vous voulez mettre une quote-part en tracker, et bien pour le coup, il faut aller dans arbitrage. Voilà, arbitrage. Et puis, dans arbitrage, vous faites réaliser un arbitrage. Et si vous êtes en gestion libre, hein, en gestion libre, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre portefeuille. Et juste en bas, il y a ajouter des supports, et vous dites, moi, par exemple, je suis intéressé par Lixor, donc recherche, je regarde ce que me propose EasyVie pour investir sur des trackers Lixor. Donc, une recherche simple Lixor, là, vous avez une dizaine d'ETF. Donc, vous avez effectivement celui sur la CAC 40, celui sur le monde, le MSCI World, etc., etc. Et puis, bien sûr, si vous voulez ajouter ceci, et bien après, vous pouvez l'ajouter dans votre portefeuille, vous validez, et vous choisissez après les montants, et vous faites votre arbitrage. Je rappelle que les arbitrages n'ont pas de frais chez EasyBourse. Quand vous investissez, vous aviez des EPC, vous les mettez en tracker, ou vous vendez vos trackers, ou vous remettez des montants supplémentaires. Il n'y a pas de frais au versement et pas de frais aux arbitrages. Voilà. Voilà, je t'ai un peu interrompu. On va revenir pour que tu nous détailles plus précisément ces fameux trackers qui permettent d'avoir de l'effet de levier ou encore d'investir à la baisse. Alors, juste pour info, il y a une question justement sur. Je suis positionné sur pas mal d'ETF Lixor, donc merci, mais je déplore le manque d'ETF New Energy ou ESG. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez le Water qui est éligible au PEA, vous avez des ETF sur la zone euro qui s'appelle le EMU ou Trail Leaders. EMU, c'est pour zone euro éligible au PEA. On a lancé un ETF qui répond aux contraintes des accords de Paris sur le réchauffement climatique qui est éligible au PEA. Je vous invite vraiment à consulter notre gamme sur notre site internet et qui est également disponible sur le site EasyBourse sur la page tracker, notre gamme PEA, et vous allez voir un onglet ESG sur lequel vous allez pouvoir retrouver les ETF qui sont bien éligibles. Alors, le fonds EMU G1 est
est éligible au PEA et non dispo sur EasyBourse. Pourquoi? C'est un point qu'on va regarder. Alors, est-ce qu'il est en principe, tous les ETF qui sont cotés sur Euronext sont négociables et accessibles sur EasyBourse? Alors, on regardera, je regarderai peut-être après. On va directement okay. Alors, la gamme des ETF Core va-t-elle ajouter d'autres ETF éligibles au PEA? Ce n'est pas d'actualité, mais tout peut évoluer. Donc voilà, mais encore une fois, la gamme Core, c'est des ETF à frais réduits. Comme je disais un peu tout à l'heure, ce n'est pas parce que c'est moins cher qu'ils vont être meilleurs, parce que leur technique de réplication, par exemple, ce n'est pas la même. Il y a, pour beaucoup, ils ont moins de liquidité, parce qu'ils sont moins gros. Donc voilà, c'est pour ça que ça montre bien que aujourd'hui, notre ETF qui collecte le plus sur le MSCI World, ce n'est pas le core MSCI World, c'est le MSCI World, alors que le MSCI World est plus cher en termes de frais. Donc, ce n'est pas forcément un sujet, mais à ce jour, il n'est pas prévu qu'elle évolue. Donc là, je vais me faire un focus sur les ETF short et levier, parce qu'on a énormément de questions là-dessus et beaucoup d'incompréhension sur ce produit-là. Et donc, mon objectif, c'est d'essayer de vous expliquer comment clairement ça marche. Donc, là, on va s'intéresser aux ETF qui permettent de profiter de la baisse des marchés. Donc, soit avec un effet de levier de 1 ou de 2. Première chose importante, ce sont des ETF qui répliquent des indices Total Return, ce qui veut dire dividende réinvesti. On ne réplique pas le CAC 40 qui est autour de 5000. Donc, quand vous voyez le CAC 40 qui est autour de 5000 évoluer et que vous voyez votre ETF short évoluer, il peut y avoir des petits écarts. Pas des gros écarts, c'est des petits écarts parce qu'on ne compare pas le même indice déjà. Deuxième point, et c'est le point essentiel, on réplique la performance inversée renouvelée quotidiennement. On va le voir en chiffres. Concrètement, souvent, on nous dit j'ai investi lundi, je ressors vendredi, le CAC 40 il a baissé de 10. Moi, je m'attends à faire plus 10. C'est faux. Parce que là, vous comparez une performance entre le vendredi et le lundi. Moi, je regarde ce qui se passe jour après jour et on va le voir en chiffres pour bien comprendre. Et c'est exactement ce qu'on dit ici. Là, ce qui implique la performance de l'indice inverse diffère au final sur une période supérieure à une journée de celle de l'indice total return. On va le voir. Et l'écart peut être plus ou moins favorable en fonction de l'évolution des marchés. Je précise que ce ne sont pas des instruments de couverture à porter sur le long terme. Vous faites ce que vous voulez, mais ce sont des produits tactiques, très court terme. D'accord? Donc, c'est un point important. Alors, voilà ce qui se passe. Il y a plein de chiffres, mais on va prendre le premier scénario pour faire simple. Ici, vous avez l'indice par an et l'indice de la stratégie. Donc, l'indice par an, c'est le CAC 40, par exemple. L'indice de la stratégie, c'est l'ETF. Le jour 1, l'ETF, l'indice, pardon, excusez-moi. Le jour 1, l'indice a monté de 10%. Ce qui veut donc dire, donc là, on est sur l'exemple du fameux BX4, le 2 fois inversé. Donc, l'indice a commencé à 100. Le jour 1, il a fait 10%. Donc, le jour 1, sa valeur de l'indice est de 110. OK? En face, l'ETF, qui a démarré à 100, ne fait pas plus 10, il fait moins 20 parce qu'il y a un effet de 2 inversé. Donc, il passe de 100 à 80. D'accord? Donc, d'un côté, j'ai l'indice qui passe de 100 à 110, de l'autre, l'ETF passe de 100 à 80 parce que j'ai un effet de levier inversé de 2. J'ai bien fait fois moins 2. Le jour 2, l'indice CAC 40 fait moins 5. Attention, il fait moins 5 de 110 et non pas de 100. Donc, la valeur au jour 2 de mon indice, c'est 104,5. En face, je fais x2 inversé, donc je fais plus 10. Attention, je fais plus 10, non pas de 100, mais de 80. Sur 2 jours, j'ai bien fait fois moins 2 chaque jour. Sur 2 jours, l'indice a fait plus 4,5. L'ETF a fait moins 12. Donc, je ne suis pas sur un rapport de x2. C'est vrai qu'on a pu s'attendre à ce que je fasse moins 9. Exactement. Voilà, et j'ai fait moins 12. Donc là, le scénario a été plus défavorable que ce à quoi je m'attendais. Mais on peut imaginer que si il avait commencé par faire moins 5 le premier jour et 10 le deuxième jour, au contraire, là, ça m'aurait été favorable. Voilà. Ça peut être favorable, mais encore une fois, ça dépend de plein de scénarios de marché.
Et c'est ce qu'on essaie de démontrer en dessous. Je ne vais pas les commenter. Effectivement, ça dépend de ce qui va se passer entre le jour où vous achetez et le jour où vous regardez votre performance sur une certaine période. En fonction de ce qui s'est passé chacun des jours, eh bien, ça peut créer des surprises. Voilà. Cas dramatique, s'il y a beaucoup de volatilité sur les marchés, donc chaque jour ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Donc même si à la fin le CAC 40 a baissé de 50%, vous pouvez avoir un effet qui est limite neutre parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Ça, c'est sur les ETF short et inversés. On s'aperçoit qu'il se passe la même chose sur les ETF à levier. Les ETF à levier répliquent également la performance des indices total return, donc dividendes réinvestis, renouvelés quotidiennement. En chiffres, vous le voyez ici. Même exemple, le CAC 40, le premier jour, je fais plus 10. Donc l'indice passe à 110. Mon ETF, lui, passe à 120, puisque j'ai fait 10 fois 2. Le deuxième jour, l'indice fait moins 11. Je le répète, on ne fait pas moins 11 de 100, on fait moins 11 de 110. Je suis à 97,9. De l'autre côté, j'ai donc fait moins 22. Je passe à 93,6. Dans les 2 jours, jour 1, jour 2, j'ai bien fait moins 2. Quand je fais la période totale, donc jour 2 comparé au jour 0, ce qu'il ne faut pas faire, j'ai un effet qui est de x3, 0,5. Je n'ai pas moins 4,2%, mais j'ai moins 6,4%. Exactement. Donc, vraiment à avoir en tête, parce que souvent, je m'amuse à lire les blogs quand les gens regardent leur performance. Ah, Lyxor nous a volé, ils se sont goinfrés sur les frais ou je ne sais quoi. C'est faux. N'hésitez pas à nous faire des mails si vous n'êtes pas d'accord sur vos performances. On vous répond à chaque fois sur la boîte mail sur notre site internet, vous pourrez le voir. Et on vous démontrera que, sauf cas particulier, ce n'est pas Lyxor qui a fait une erreur, ce n'est pas un problème de cotation de l'ETF, c'est un problème peut-être de compréhension du produit. On réplique la performance quotidienne d'un indice dividende réinvesti. Et on a vu tout à l'heure que sur le site EasyBourse, ces produits-là, donc le x1 bien sûr, mais aussi le x-1, le x2 et le x-2, sont éligibles au PEA. Donc vous pouvez y accéder depuis l'encart que j'ai montré tout à l'heure. Donc ça vous permet, dans le cadre d'un PEA, d'avoir une stratégie un peu plus offensive ou de jouer à la baisse, ce qui est en principe, et je crois que c'est la seule possibilité au sein d'un PEA d'avoir ce type de stratégie. Effectivement. Je voulais revenir sur les questions qui nous avaient été posées au début et qu'on est peut-être passé un peu à travers. Alors, ici, je suis positionné sur… ça, on a répondu. Le manque de TFEG. Donc, j'ai essayé de répondre. N'hésitez pas à regarder notre gamme PEA sur notre site internet qui est bien à jour. Vous allez avoir accès à tout. Voilà, peut-être la taxation, la fiscalité associée, que je fais des plus-values sur un tracker. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme sur une action? Alors, exactement. Les chiffres, en fait, c'est le commentaire de Jean, c'était par rapport aux études, aux chiffres que je montrais tout à l'heure. C'était sur des indices bruts. Donc, effectivement, ça n'intégrait pas les taxes fiscales, sociales, mais quand j'investis sur un ETF, c'est exactement la même fiscalité que sur une action. Enfin, le sujet, c'est l'enveloppe sur laquelle vous allez investir. Donc, c'est l'enveloppe. Donc, j'ai des gains dans mon PEA, ce sera la fiscalité du PEA. C'est-à-dire que si j'ai mon PEA a plus de 5 ans, je n'aurai pas du tout d'impôt sur le revenu. D'accord? J'aurai que, effectivement, les prélèvements sociaux qui seront applicables avec éventuellement un effet historique. Et si je suis dans un compte titre, j'additionnerai mes plus-values sur mes trackers aux plus-values que j'aurais eues sur des actions. Et ça déterminera si je suis au PFU, si j'ai les 30%, donc les 12,8% d'impôts sur le revenu qui me seront appliqués. Juste une question sur un risque sur un ETF, quand il y a de nombreux actionnaires qui souhaitent récupérer leur argent. Je veux juste vous raconter une petite anecdote pour bien vous montrer l'impact de la liquidité d'un ETF. Pendant la crise grecque, c'est une anecdote, mais ce n'est pas une légende urbaine. Pendant la crise grecque, beaucoup d'investisseurs qui avaient acheté des actions grecques ne pouvaient pas acheter ou vendre leurs actions parce qu'ils les avaient achetées et vendues, ils les avaient achetées sur la bourse grecque. Un ETF sur la Grèce, il est listé sur Euronext, et donc un investisseur qui avait acheté un ETF grec listé sur Euronext pouvait acheter et vendre ses parts de la Grèce parce qu'il passait par la bourse de Paris, pas par la bourse de la Grèce. Donc en fait, l'ETF apporte parfois un surplus de liquidité. Pourquoi les frais de courtage varient d'un ETF, d'un tracker? On l'a répondu, donc, les frais de ça ne change courtage pas. sont applicables partout
sur les mêmes ETF cotés sur Euronext, c'est tous les ETF pareil que sur une action. Par contre, les frais de gestion peuvent changer. Tout à fait. Pour les critères de sélection, on l'a vu. Pourquoi certains ETF font moins bien que l'indice de référence? Déjà, c'est la définition théorique de l'ETF, c'est-à-dire que l'ETF réplique la performance de l'indice CAC 40, enfin de l'indice moins les frais de gestion. Donc forcément, si j'ai 0,30 de frais de gestion, en théorie, je ferai l'indice moins 0,30. Maintenant, les gérants sont là pour essayer d'optimiser la performance de l'ETF. C'est pour ça que certains ETF arrivent parfois à faire mieux que l'ETF. Question intéressante, quelle part d'ETF conseillez-vous dans un portefeuille boursier? Alors là, sachez que vous pouvez avoir 100% de votre portefeuille investi dans des Rien n'empêche à un détenteur de PEA d'avoir 100%. Exactement. Et rien n'empêche aussi en gestion libre dans EasyVie en assurance vie aussi d'être 100% si on Effectivement. veut sur les ETF. Un ETF est un OPCVM avec différents profils de risque. Donc l'important, c'est de privilégier votre profil de risque. Donc si vous voulez être très défensif, vous pouvez avoir accès à des ETF avec un SRI2, 1, 2, 3, des ETF monétaires, mais vous allez sans doute faire des performances négatives, mais vous pouvez avoir 100% de votre portefeuille. Pour autant, c'est vrai que par principe, il faut la diversification, même si on peut penser qu'un ETF diversifie déjà un petit peu puisqu'il compose un indice. Voilà. Effectivement. Donc il y a déjà un premier côté de diversification quand on achète un indice et donc un ETF. Après, c'est vrai que c'est bien et c'est recommandé dans un PEA ou une assurance vie d'avoir pas que le même indice ou le même produit. Voilà. Alors, je continue. Hop. Alors, quelle enveloppe placer mes ETF? Alors, pour une petite anecdote, on a créé un moteur de recherche, mais vous l'avez de façon accessible sur EasyBourse directement, mais on s'est amusé à créer un moteur de recherche par contrat d'assurance vie. Donc, il vous suffit de regarder sur notre site internet. Voilà. Donc, effectivement, ce que je peux inciter effectivement sur EasyBourse, donc on a vu tout à l'heure sur le site qu'on accédait à la fois à une rubrique dédiée et aussi un petit moteur de recherche et aussi des encarts spécifiques. Quand on est sur le site EasyBourse, je reviens sur le menu principal, il y a notamment de la page tracker, de la rubrique tracker, il y a des liens directs vers le site Lyxor que je trouve bien fait. Donc, de manière complémentaire aux ressources sur EasyBourse, c'est toujours intéressant d'aller effectivement voir un petit peu ce que vous pouvez proposer de particulier pour avoir encore plus d'informations sur les différents produits. Voilà, très bien. Sachez qu'ici, par exemple, vous avez la gamme ETF PEA, c'est ce que j'évoquais tout ici. Donc, on a tout refait le site, trouver un ETF, gamme ETF PEA. Donc, ça devrait s'ouvrir. Et donc là, c'est pour vous montrer les ETF. On a fait une belle page avec l'accès à la gamme. Donc, il vous suffit de voir ça et vous allez voir les ETF ESG. Alors, vous savez, on peut investir sur les États-Unis, les pays émergents, le Japon, on peut tout faire. Et voilà les 3 ETF responsables que l'on a. Comme ça, vous avez. Voilà, effectivement, et si donc il y a un ETF qui vous intéresse, pour le retrouver par exemple sur EasyBourse, hop, vous copiez le code Easy. CTRL-C, on va essayer en live pour voir si effectivement ça marche bien. Ça marche bien, donc je vais prendre beaucoup de risques. Non, je rigole. Hop, et voilà, effectivement, donc je le vois là, hop, et j'y accède. Et puis effectivement, donc là, j'ai aussi une présentation, un détail, j'ai un petit graphique. Et si je veux, pourquoi pas l'acheter, bien effectivement, j'ai une fiche achat-vente pour investir. Et pour finir, hop, vous avez donc le fameux petit moteur de recherche par contrat d'assurance vie. Donc hop, vous avez les ETF XR en assurance vie. Je recherche par contrat. Hop, EasyVie. Hop, tac, on retrouve un contrat et vous pouvez télécharger la liste qui n'est pas à jour. Il manque, EasyVie a rajouté quelques ETF. Donc le CAC 40, le MSCI World qui était très sollicité par les investisseurs. Là, c'est un peu ce que je disais sur le PEA, l'intérêt de diversifier et notamment de le faire via des ETF. Sur 10 ans, le S&P 500 a fait 300%, le CAC 40 a fait 100%. Performance passée ne préjuge pas des performances futures. Je ne vous dis pas que c'est la très bonne stratégie à adopter. Par contre, la diversification est pertinente. Et dans un PEA, vous voyez tout ce que vous pouvez faire. Du immobilier coté, du Nasdaq, des États-Unis, des stratégies dividendes, du MSCI World, de l'eau,
et des obligations d'État. J'insiste sur cet ETF-là. Même de la Chine. De la Chine, effectivement. J'insiste sur cet ETF-là, obligations d'État, puisque ça vous permet, au sein de votre PEA, d'avoir un SRI 3, donc stratégie défensive. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas perdre d'argent, parce que c'est un ETF obligataire, et donc si les taux remontent fortement, ça va avoir un impact négatif. Mais en tous les cas, c'est un point important. Il y a une question, idem pour les obligations seulement, le Lyxor 10 Inflation Expectation, en PEA, pourquoi il n'est pas éligible au PEA, celui-ci, sur les obligations d'inflation, il n'est pas éligible au PEA, parce qu'il n'y a pas d'intérêt client. Peut-être pour quelques clients, mais on n'a pas recensé beaucoup d'intérêt sur cette partie-là. Évidemment, c'est un point important ce sont les risques d'un ETF. Alors, Christophe me dit que le Lyxor US 10 ans inflation est éligible au PEA. On peut vérifier ensemble. Allez, on va le faire en direct. On n'a peur de rien. PEA sur de l'US Market. Alors, hop. S'il est, je pense que c'est une typo sur notre site internet. Alors, hop. Donc, c'est le 10 ans. Hop, c'est celui-ci. Comme c'est un ETF obligataire et que pour le coup, vous voyez, statut du PEA, du fonds, non, il ne l'est pas. Donc, donc il n'est pas, c'est peut-être sur. Est-ce qu'EasyBourse l'aurait induit en erreur? Je ne sais pas, je vérifierai. Bon, on vérifiera. Dans tous les cas, je vous confirme qu'il ne l'est pas, celui-ci. PEA sur de l'US Market sans compte titre. Je comprends. Si vous pouvez préciser, parce que là, comme ça. Peut-être que c'est la fiscalité quand on est sur un PEA qui est exposé au marché américain. C'est ce qui privilégie, enfin, ce qui est important, c'est la fiscalité de l'enveloppe. Donc, même si vous investissez sur un ETF chinois dans votre PEA, c'est la fiscalité du PEA qui s'applique, rien de plus, rien de moins. Les risques d'un ETF. Alors oui, alors le Lyxor PEA obligation d'État est bien éligible au PEA. Donc voilà. C'est le ETF que j'évoquais ici, qu'on voit ici, et vous retrouverez le code ISIN sur notre site internet. Les risques d'un ETF, ce sont exactement les mêmes risques qu'un OPCVM classique, hein. Risque de perte en capital, risque de sous-jacent, risque de change quand il y en a un, risque de liquidité, risque de réplication, risque de contrepartie. Ce sont des risques qui ne sont pas propres à l'industrie ETF, qui sont des risques propres à l'industrie de la gestion d'actifs au global. Voilà. Oui, effectivement, c'est dommage qu'il soit le seul, mais le PEA historiquement est très utilisé pour des investissements actions. C'est vrai que les investisseurs particuliers ont du mal à investir sur de l'obligation. En général, sur une assurance vie, ils vont en faire du fonds euro. Sur du compte titre, ils vont peut-être faire plus d'obligations et encore que. Voilà, mais on a quand même voulu faire une innovation et proposer cette alternative dans le PEA avec l'obligation d'État et on est très content. Mais il n'y aura a priori pas de second ETF sur cette classe d'actifs-là. Bien, comme on a le temps est passé vite, hein. Voilà, il me reste déjà à te remercier, Jérémy, hein, pour tous tes éclairages. Avec grand plaisir. Vous remercier vous aussi et merci pour les très nombreuses questions. Donc j'espère que ça va vous aider à mieux percevoir l'intérêt, la simplicité, en quelle mesure ça vous permet de répondre à vos besoins d'investissement. Et puis, donc je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Bonne soirée. Et à bientôt sur EasyBourse. À très vite.